manie la plume avec une dextérité jubilatoire. Avec lui prennent vie, sans conteste, les paroles du poète. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Ce qui n'est que pure vérité, car même la muse s'amuse avec un plaisir indescriptible au rythme de son écriture, long fleuve tranquille. Et c'est donc avec une joie d'enfant repu dans le berceau que l'on savoure sans risque d'indigestion sa sauce lyrique, assaisonnée d'expressions raffinées dont le goût demeure à toujours dans l'intellect. Prince de la vie, qui se trémousse pour que ses mousses nos rêves ivres de mousse. Toutefois, bien au-delà de toute cette aura, le poète, romancier, dramaturge, nouvelliste, critique littéraire et essayiste Pierre Ntsemou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, se complaît dans une humilité naviguant à contresens de l'admiration que lui voue le monde culturel et littéraire. Et dans cette discrétion, non seulement il forge son art, mais aussi aide de nombreux auteurs en herbe à accoucher de l'inspiration sommeillant au fond de leur âme. Ben, la raison est tout à fait simple. C'est les politiques de l'époque qui n'avaient pas à cœur la gestion correcte des destins juvéniles. Parce que lorsqu'on faisait le baccalauréat, un peu avant que les épreuves écrites n'aient lieu, on demandait à chaque candidat de remplir des fiches d'orientation en fonction des vœux. Et dans ces vœux, chacun émettait au numéro 1 le vœu le plus cher, au numéro 2 celui qui venait après, et au numéro 3 le dernier, au cas où les deux premiers ou l'un des deux premiers n'était pas exaucé. Et donc, en ce qui me concerne, le numéro 1 c'était bien la médecine, le numéro 2 c'était à la faculté des sciences, et enfin le numéro 3 au niveau de l'enseignement. Ben, il s'est trouvé que malheureusement, tout ce que nous avons en ce qui nous concerne dans le groupe qui a été le nôtre, nous avons été mal orientés. On n'a pas tenu compte de nos vœux et même pas des moyennes, parce que si c'était le critère des moyennes, il n'y aurait aucune raison qu'on ne satisfasse pas nos desiderata. Nous nous sommes retrouvés 10 à Pointe-Noire, à l'école Jean-Joseph Loukabou, parce que nous avons demandé médecine, alors que l'année 1975 coïncidait avec l'ouverture de la faculté de médecine. Et donc pour nous, c'était la faculté de médecine, ce n'était pas l'école paramédicale. Il n'y avait aucune raison, puisqu'aucune promotion avant nous n'était à cette école. C'était une école où y allaient ceux qui faisaient le concours, parce qu'ils voulaient être infirmiers d'État, ils voulaient être sage-femme pour d'autres. Mais nous, titulaires d'un baccalauréat, on aspirait à être des médecins. Et la preuve, c'est que cette année-là, justement, ceux qui avaient la chance, il faut appeler ainsi, ont été orientés, parce qu'il ne s'agissait pas d'un autre critère que l'orientation en fonction des desiderata exprimés en amont. Voilà. À ce moment-là, ben, contre mauvaise fortune, il fallait faire bon cœur. Nous avons accepté, bon gré mal gré, d'aller
à l'Ukabu, d'autant plus qu'on nous avait dit qu'après juste cette année, on rejoindrait ceux qui avaient commencé directement à la faculté de médecine et que c'était un test ou une expérience qu'ils tentaient pour voir ceux qui avaient été dans une école de formation professionnelle, là où il y aurait la pratique et l'oral, quelle serait la promotion la plus outillée, parce que nous on rejoindrait ceux qui étaient là un an avant et on verrait au bout du compte. Donc on avait accepté, mais finalement à la fin de l'année on a constaté qu'ils nous menaient en bateau et nous avons refusé de continuer, et ceux qui étaient à l'Ukabu à Brazzaville et nous qui étions à l'Ukabu à Pointe-Noire, on a formé un fonds, nous sommes allés voir les autorités administratives universitaires et qui ont accepté que chacun de nous exprime de nouveau un vœu et qui devait être exaucé. Malheureusement, toujours, les portes de la faculté de médecine nous étaient fermées et on nous a ouvert les portes des autres facultés. Voilà comment Pierre Nsemou s'est retrouvé en lettres. J'ai voulu faire médecine, d'abord parce que papa le voulait et moi-même également. Mais papa était déçu parce qu'il n'attendait pas de son fils de porter la blouse blanche et n'être qu'un infirmier. Pour lui, c'était un médecin qu'il attendait. Et étant entendu que cette piste, cette orientation avait échoué pour des raisons en amont évoquées, il a accepté, il m'a encouragé de choisir une option qui m'a mené vers l'enseignement, parce que papa était enseignant. Donc pour lui, finalement, le destin avait voulu que son fils fût enseignant comme lui. Et donc pour papa, c'était une bonne chose. Mais maman, eh bien, elle n'a pas émis de vœux parce que pour elle, le choix du père, c'est celui-là qui primait. Oui, absolument. J'étais féru de lettres et de sciences. Donc, faire les lettres, ce n'était pas du tout une peine, ce n'était pas une punition, ce n'était pas une difficulté. J'avais plutôt embarrassé mes enseignants parce que pour eux, pour ceux qui m'avaient dans les matières scientifiques, j'étais leur meilleur élève. Pour ceux qui m'avaient dans les matières littéraires, j'étais leur meilleur élève. Et donc, je les embarrassais parce qu'ils ne savaient pas où est-ce que je devais y aller. Au point où les études littéraires ne m'ont jamais causé de problème. Nous n'avons pas été parmi les minables, pour ne pas dire quel est le rang que nous avons occupé. Je laisse le soin à ceux de ma promotion de vous en dire davantage. Si le monde était à refaire, oui, je reprendrai la belle aventure littéraire. C'est avec bonheur que j'arpenterai les dédales de Bayardel, que je repartirai sur la piste, sinon l'avenue qui nous conduit vers le temple du football, Alphonse Massamba Débat, parce qu'à côté justement il y a l'école normale supérieure pour être formé en tant qu'enseignant. C'est avec plaisir que je repartirai et à Bayardel et à l'ENS, parce que j'ai comme point d'orgue l'éducation nationale, la formation des enfants, parce que pour moi ça prime surtout. C'est un piège dans lequel je n'aime pas m'aventurer. Tous les enseignants, quels qu'ils soient et quelle que soit la discipline, ont été pour moi des référentiels. Ils sont tous à équidistance, personne n'occupe le haut du pavé, encore moins le bas. Tous sont mes idoles, sont mes mentors. J'aurais embrassé une autre carrière, oui, mais je crois que cela me conduirait toujours à l'enseignement. Que j'ai été ingénieur des ponts et chaussées ou médecin, je crois que j'aurai à cœur la formation de ceux qui sont appelés à nous remplacer,
Et donc pour moi, l'enseignement est une seconde nature. Je ne pouvais pas ne pas être enseignant dans ma vie. C'est le ressenti de tout enfant qui retrouve la terre natale, qui retrouve la terre des ancêtres, qui retrouve la poussière, la boue. C'est toute une histoire, c'est tout un monde merveilleux que l'on retrouve et l'on revit son enfance. C'est avec plaisir que j'ai retrouvé Jacob, redevenu Nkaï. Pour moi, Jacob demeure la capitale sucrière, la capitale de la terre jaune. C'est un bonheur incommensurable, inénarrable. Les années que j'ai passées en tant qu'étudiant à Brazzaville, en tant qu'enseignant à Brazzaville et ailleurs, ne peuvent pas, alors en aucun cas, remplacer, sinon trouver du répondant par rapport aux années que nous avons passées dans la terre jaune de la ville sucrière de notre pays. Beaucoup d'amis étaient là pour nous accueillir. Certains émargent à la Saris Congo, la grande compagnie sucrière. D'autres sont enseignants comme moi, d'autres encore dans des unités de production diverses. C'est un bonheur incommensurable que de les avoir retrouvés. Et je crois que le bonheur était réciproque. J'ai ressenti la joie des uns et des autres de revoir deux Pierrot, parce que c'est comme ça qu'on m'appelait dans notre tendre enfance. L'un d'eux m'aurait dit, ou m'avait dit, bienvenue chez toi, bon retour chez toi. Tu es chez toi, tu as été ailleurs, mais tu n'as pas oublié le chez toi. Et tu as vu que même sans demander, l'État t'a ramené ici. Mais en réalité, ce sont les ancêtres qui t'ont ramené. Voilà, je m'en souviendrai toujours. Évidemment, les parents étaient là, maman en particulier, parce qu'elle était encore en vie. Elle vient à peine de nous quitter il y a 2 mois, mais quand nous revenions en Caï, elle était là. Elle nous attendait de pied ferme. Pour elle, nous demeurons le bébé. Elle ne voit pas un grand homme. Pour les autres, je suis un grand écrivain, semble-t-il, encore qu'ils exagèrent. Mais pour elle, je suis le petit Pierre, le petit Pierrot, de Pierrot, del Piero. Je puis dire que les parents, oui, par elle interposée et par d'autres frères, d'autres sœurs et d'autres oncles, tout le monde était heureux de me retrouver, et moi autant. J'en croise énormément, beaucoup d'anciens apprenants, qu'il s'agisse de ce que nous avons eu aux premières heures comme aux dernières heures, je les croise. On se croise. En France, j'en ai croisé. À Dakar, j'en ai croisé. À Conakry, curieusement, j'en ai retrouvé. Sinon, à Brazzaville, à Nkaï, à Pointe-Noire, j'ai l'impression que chaque pas que je fais, il y a toujours un apprenant qui est au coin en train de m'attendre et pour me dire toujours « Bonjour monsieur, comment allez-vous » Je l'ai dit tout à l'heure s'agissant des enseignants, si je cite un, les autres auront l'impression que monsieur n'aime que celui-là. Ils sont très nombreux. Tous les noms sont là. Et ils savent à travers mes lèvres que je suis en train de les citer tous. Parce que je les aime bien. Je leur retourne au centuple la sagesse qui a été la leur. Parce qu'ils reconnaissent en moi un semeur. Et moi je reconnais en eux de bons bûcherons. Et donc eux et nous, eux et moi, nous avons formé une grande famille. Elle demeure éternelle, la famille entre enseignants et enseignés. Jerry Clève Baindoula, alias Gerlander, de la Balade des idées. Une pensée amicale pour notre doyen Pierre Nsemo, le Saint-Pierre des mots, notre doyen international. Que pourrais-je vous dire sur le doyen Pierre? Si je vous dis que c'est une personne parfaite, croyez-moi, le doyen ne sera pas d'accord avec moi, car il est trop modeste pour ça. Par contre, je peux vous affirmer que c'est la personnification même de la sagesse. Il sublime le verbe. Il maîtrise la langue de Molière mieux que quiconque. C'est l'un des rares écrivains qui arrive à faire du beau en complexifiant la langue française. Il sait aussi bien écrire simple que complexe. Dans les deux cas, c'est très beau. C'est pour vous dire que sa plume est sublime.
et sa qualité rédactionnelle est de haut vol. J'ai une petite anecdote à vous raconter par rapport à notre première rencontre, c'est-à-dire le jour que j'ai vraiment rencontré le doyen Pierre pour la première fois. Donc, c'était en 1998. Je venais de fuir il y a quelques mois de cela, les événements du 5 juin 1997 à Brazzaville. Donc, je suis arrivé à Cailly où habitaient mes parents et je me suis inscrit au lycée de Cailly en terminale. À l'époque, si je me souviens bien, le doyen n'était pas encore proviseur. Il était soit directeur des études, soit directeur adjoint. Puisqu'il y a passé proviseur, j'étais déjà en France. Et ce jour-là, j'avais été exclu du cours par le professeur pour perturbation. Donc le prof m'avait laissé le soin de raconter au doyen Pierre le pourquoi du comment. J'arrive dans son bureau, le doyen Pierre me donne la parole et j'explique que j'ai été exclu du cours parce que j'avais contesté les origines grecques de la philosophie, en disant au prof que je ne comprenais pas pourquoi il disait que la philosophie était née en Grèce, alors que les grands philosophes grecs avaient fait le voyage en Égypte avant de nous proposer les théories que nous connaissons, leurs pensées. Et aussi, j'ai fait comprendre au prof que les Africains n'ont pas attendu les philosophes grecs avant de commencer à cogiter, car ils le faisaient déjà avant. Et le doyen m'a regardé d'un air curieux. Il a souri et a entamé avec moi une discussion, un échange sur la littérature, la philosophie, sur la beauté de la langue française. Donc on a parlé langue de Molière et on s'entendait bien, on rigolait, c'était cool, c'était sympa. Après à la fin, il m'a donné un conseil. Il m'a fait comprendre qu'il y avait pas de problème par rapport à ce que j'avais fait, mais et que certains profs pouvaient être déstabilisés devant une telle connaissance. Donc, il m'avait conseillé de garder mon calme et de ne plus le refaire. Donc voilà, et je suis sorti de son bureau avec le sourire. Et après, quelques années plus tard, on est encore venu se rencontrer à la balade des idées. Brazzaville. Nous sommes en octobre 1987. Je suis en classe de terminale littéraire, ce qu'on appelait à l'époque la terminale A4, au lycée Drapeau Rouge, débaptisé lycée Chaminade. Ce matin-là, nous attendions l'arrivée de notre professeur de français. Quelle ne fut pas ma surprise de voir arriver un visage que je semblais connaître pour l'avoir vu plus d'une fois dans la maison familiale. L'homme s'est présenté en déclinant son identité et son titre. Puis se tournant vers moi au premier banc, il esquissa un sourire d'étonnement. L'homme n'était autre qu'un Tsémou, une situation qui me mettait dans une position quelque peu inconfortable. Il était devenu, par son amitié avec mon frère aîné et mes grandes sœurs, un grand frère. Et voilà que par une surprise du destin, je l'avais maintenant comme professeur de français. Je me sentais condamné à donner le meilleur de moi, non seulement à son cours, mais aussi dans les autres matières. Il était évident qu'il parlerait de mon attitude en classe à mon frère. Mes appréhensions se sont, avec le temps, émoussées, puisqu'il avait su faciliter les choses par son approche didactique, sa méthode pédagogique et sa simplicité. Des qualités qui ont fait de lui un professeur extrêmement apprécié. Très souvent le samedi après les cours, il me consacrait 1 heure pour m'enseigner certaines règles et répondre à mes questions sur des aspects du cours que je n'avais pas bien intégrés. Mes devoirs traités ont par la suite servi d'outils didactiques sur certains genres littéraires pour les élèves de classe de terminale. Le mois de mai venait de sonner, c'était lors du baccalauréat blanc. À l'annonce des résultats, j'avais décroché cette épreuve au premier tour. Maintenant, il me restait à réussir l'exploit de transformer cet essai en réussite. Au mois de juillet, mes appréhensions sont tombées, puisque je venais de décrocher mon baccalauréat au premier tour. Sur près d'une quarantaine d'élèves de ma classe, nous étions à peu près une vingtaine à satisfaire notre baccalauréat. J'ai continué de leur rendre visite non loin du rempart de Bofiti, où il résidait à l'époque. Un sanctuaire où il n'était pas exclu de croiser un ancien collègue du lycée. La dernière fois que je lui ai rendu visite, c'était une semaine avant mon envol pour la France en 1991. Le temps a passé, j'ai perdu ses traces, et pas vraiment, puisque d'une certaine façon, j'avais de ces nouvelles par Alain, son jeune frère qui était aussi mon ami d'enfance.
Juillet 1994, je le retrouve en Caï où il officiait à l'époque au tout nouveau lycée de la ville. Entre-temps, le Congo a connu des années de braise et c'était le silence total. Mais le destin allait de nouveau nous réunir par le biais de son neveu Guy Soirée, qui me donnera de ses nouvelles. Les réseaux sociaux via Facebook finiront par rétablir ce lien avec mon ancien professeur et mentor. Et en juin 2016, je reçois un appel de numéro masqué. Je reconnais de suite cette voix si chaleureuse, pleine de fraternité. Il n'hésite pas à identifier mon interlocuteur. Il s'agit de Pierre Nsemou. Après avoir appris de mes nouvelles et celles de la famille, il me demande si je continue d'écrire. En effet, en 1987, près de passion pour la poésie, je m'étais essayé à l'écriture avec le gribouillis que je lui avais soumis et qu'il avait pris un plaisir à lire et à corriger. Cependant, le rythme universitaire assez soutenu m'en avait plus ou moins éloigné. Et en 2014, souhaitant garder un lien avec les amis et la famille restée en métropole, alors que je me trouvais en poste en Guyane, j'ai créé une plateforme d'échange que je vais finir par dénommer la balade des idées. Et pour animer cette plateforme, j'ai renoué avec l'écriture, en retour à mes premiers amours des années lycée. Il va insister pour lire mes gribouillis que je vais lui transmettre par email. Son conseil était que je les publie comme il l'avait fait entre-temps. Pendant ce temps, la balade des idées a pris de la voilure. Les textes affluent et sont proposés à la lecture des internautes. Pierre Nsemou s'est fortement investi en proposant des textes et en interaction avec tous les membres de la balade des idées. Sa plume est belle, son vocabulaire est très riche et dévoile un savoir quasi encyclopédique. Il taquine la muse, qui le rend très bien comme un jeune homme qui joue une sérénade à sa belle empoisson, c'est pas pour lui. Pierre Nsemou joue et jongle avec les mots comme le fait Ronaldinho avec le ballon rond. C'est là tout le charme et le génie littéraire et, devrais-je dire, lyrique de Pierre Nsemou. Au milieu de la grande fratrie de la balade des idées, disséminée aux quatre coins du monde, Pierre Nsemou s'est imposé comme un maître des lettres nobles. Et à titre gracieux, il a encadré, aidé, assisté, conseillé et corrigé certains manuscrits. Auprès de lui, tant de jeunes auteurs ont trouvé une écoute, un accompagnement. Le 6 avril 2017, en parlant de la balade des idées, Pierre Nsemou a eu ces mots. La meilleure des balades à faire n'est ni pédestre, ni équestre, mais céleste par la balade des idées qui vous emporte avec allégresse à travers l'univers des mots lyriques dans cet espace-temps où le temps s'écoule dans le frémissement douilleux et attendrissant des échanges chaleureux, d'où l'on revient richement vêtu intellectuellement et vacciné désormais contre la déprime et la migraine grâce à la graine de l'altruisme qu'on ramène toujours de ces pérégrinations dans l'espace des mots, nos amis beaux, bons et qui font du bien. L'écrivain Pierre Nsemou, c'est un style qui pousse aussi bien de la culture congolaise, africaine et française. C'est un homme à la croisée des cultures dont il se nourrit pour construire une écriture qui lui est propre, dans laquelle se mêlent humour, dérision, passion et revendication sociale. Ses romans, tout comme ses recueils de poèmes, nouvelles et théâtres en témoignent. Dans ses ouvrages, Pierre Nsemou, un véritable peintre de la société, peint avec la couleur des mots, les mots de son époque. Comment terminer ce propos sans aborder sa deuxième vie? Après une carrière riche dans l'enseignement, comme déjà évoqué, difficile de contenir et rester un esprit vif de ce compère à tout tourner les pouces. Aujourd'hui, il excelle dans les conférences qu'il anime et voyage à travers le monde autour du centre du livre où il parle de ses ouvrages et de la littérature congolaise. Cédric François Mpindi, président de la balade des idées.